Vers mes 15 ans, j'habitais avec mes parents et mon grand frère de 17 ans, Bruno. Moi et mon frère avions des personnalités carrément opposées. Si j'ai été un garçon plutôt introverti, préférant la solitude et rester tranquille chez soi, Bruno avait été un garçon extraverti qui adorait sortir, surtout la nuit. Il faisait souvent le mur. Nous habitons dans un appartement de 4 chambres au deuxième étage d'une maison. Ma chambre était à côté de celle de Bruno. Celle de mes parents était de l'autre côté opposé, du même côté où se trouvait le portail. Bruno avait souvent sauté par la fenêtre de sa chambre pour sortir la nuit, afin que mes parents ne le sachent pas. Et il grimpait à cette même fenêtre pour revenir tôt le matin, avant le réveil. J'avais le sommeil léger, et j'étais sensible au moindre bruit. Bruno ne verrouillait jamais sa fenêtre. Il la gardait juste fermée pour ses escapades. À chaque fois, j'entendais les mouvements d'aller-retour de Bruno à travers sa fenêtre lors de ses périples. Il n'était pas du genre discret, et cela m'avait toujours énervé d'être souvent coupé dans mon sommeil. Toutefois, il m'a toujours payé ou rendu quelques services en échange de mon silence et pour le couvrir en cas d'imprévu. Un samedi après-midi, mes parents étaient partis assister au mariage de leur meilleur ami dans une autre ville. Ils ne reviendraient que vers dimanche soir. Ils m'ont laissé un peu d'argent de poche. Bruno était déjà sorti depuis le matin. Je me suis donc retrouvé seul à la maison la nuit. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Et vers 1 heure du matin, j'ai entendu des battements de pas parcourant la cour. Bruno était apparemment rentré. Toutefois, j'avais senti quelque chose d'inhabituel dans la démarche de Bruno. Était-il plus ivre que d'habitude? Ses pas étaient plus lents et plus lourds, et même le bruit de ses chaussures me paraissait différent. Je l'ai entendu grimper par la fenêtre. Au lieu de tout de suite dormir comme à l'habitude, je l'ai entendu fouiller dans ses affaires. J'ai commencé à perdre patience. Avec tout le brouhaha qu'il était en train de faire, il était impossible de me rendormir. J'ai fini par lui envoyer un texto. « Hé mec, tu ne pourrais pas faire moins de bruit là? Pour une fois, tu aurais pu me laisser dormir tranquille. Les parents ne sont même pas là. Tu aurais dû rentrer normalement par la porte d'entrée. » C'est alors que Bruno m'a répondu. « Qu'est-ce que tu me dis là? Je ne suis pas à la maison. Je suis chez un ami. Je vais seulement rentrer demain. » Aussitôt, je me suis mis à trembler et mon sang s'était figé dans mes veines. Mon portable m'a échappé des mains et s'est éparpillé sur le sol, avec la batterie et la coque. J'ai entendu l'inconnu se balader dans la chambre de Bruno. Puis, discrètement, il est sorti par la porte. Et à peine quelques secondes plus tard, à travers la lueur de ma veilleuse, j'ai vu la poignée de la porte de ma chambre se tourner lentement. Je me souvenais plus si j'avais fermé ma chambre à clé, mais je suis resté figé sur mon lit, incapable de bouger, les yeux écarquillés, la respiration saccadée. L'inconnu n'est pas parvenu à ouvrir la porte qui était apparemment verrouillée. Mais il a insisté. Ayant retrouvé un semblant de conscience, j'ai rapidement tenté de retrouver mon téléphone portable et la batterie. Je les ai rassemblés aussi vite que j'ai pu. J'ai tenté de rallumer le téléphone, mais l'écran ne s'allumait pas. Les mains moites et le cœur battant à 100 000 à l'heure, j'ai entendu l'inconnu, essayant de forcer la porte de plus en plus brutalement. J'allais me précipiter vers ma fenêtre quand j'ai entendu des sirènes d'alarme de voiture. Les bruits à la porte ont cessé, et j'ai entendu l'inconnu retourner dans la chambre de Bruno et sauter par la fenêtre. La police est arrivée sur place, me retrouvant, tremblant comme une feuille, assise en califourchon dans un coin de ma chambre. Bruno est arrivé peu de temps après et a essayé de me réconforter comme il le pouvait. C'était lui qui avait appelé la police, après qu'il n'avait pas pu me joindre par téléphone tout à l'heure. Après cette histoire, Bruno s'est calmé avec ses sorties la nuit et il a commencé à verrouiller sa fenêtre avant de se coucher. Même si mon frère m'énerve parfois avec son côté rebelle, je serai toujours reconnaissante de l'avoir et de ce qu'il a fait, car il m'a probablement sauvé la vie ce soir-là. L'entreprise où je travaillais m'a envoyé en mission à l'étranger, au niveau d'une commune rurale, dans un endroit perdu où il n'y avait pas d'électricité. On a engagé John, un guide, pour m'assister à mon arrivée et durant mon séjour. John m'a accompagné vers le village où nous avons travaillé la première journée. Après le travail, je me suis promené à travers un petit marché et j'ai acheté des grappes de raisin.
Mon portefeuille m'a échappé des mains, en sursautant, quand j'ai entendu une voix tout près de me parler. « J'ai faim. » Je me suis retourné et j'ai vu un garçon crasseux, à l'allure misérable. Le marchand a pris rapidement mon portefeuille tombé au sol et me l'a rendu discrètement. J'ai eu la gorge nouée en voyant le jeune homme. Il était complètement inexpressif et ses yeux n'avaient rien de naturel. Ils étaient globuleux et tout rouges. On aurait dit du sang. Et il clignait à peine les yeux. Son corps était petit comme celui d'un garçon, mais son visage semblait 30 ans plus vieux. L'effroi et la pitié s'étaient mêlés en moi. Je lui ai donné une grappe de raisin, par charité, mais surtout pour l'éloigner rapidement de moi. Mais il avait insisté pour que je lui donne une autre grappe. Je lui ai alors dit que le reste était pour moi. Il m'a fixé une dernière fois et est parti, sous mon air mi-étonné, mi-effrayé. John m'a montré mon logement qui était une petite maison campagnarde de 2 chambres, avec un étage. Je m'y suis installé et je me suis couché tôt. Vers 9 heures le lendemain matin, je me suis ensuite réveillé pour sortir travailler au village. Mon cœur a fait un bond en apercevant le garçon aux yeux rouges, debout non loin de la maison. L'arrivée de John m'a heureusement distraite, et pendant que j'embarquais dans la voiture, le garçon n'était plus là. Nous sommes ensuite partis vers le village. À notre retour vers le soir, j'ai revu le petit garçon, encore debout, aux alentours. Cette présence m'avait donné un goût amer dans la bouche. Pendant 3 jours, je l'ai toujours aperçu dans les parages, mais comme John m'avait accompagné à chaque fois, j'ai décidé de ne pas me soucier de ce garçon. Mais une nuit, vers 22 heures, alors que je retournais dans mon lit, ma mâchoire s'est crispée lorsque j'ai aperçu un ombre devant la porte d'entrée non loin de mon matelas. Il faisait nuit noire, mais j'ai bien distingué les yeux rouges exorbités de l'individu que je devinais être l'adolescent aux yeux rouges. Une image qui me hante encore vivement à ce jour. Le choc et la frayeur m'a pris à l'instant et je me suis mis à crier à l'aide malgré moi. Mais en vain, le garçon demeurait immobile, à me fixer avec ses yeux inquiétants. Il était resté là pendant des minutes interminables. Je n'ai pas osé bouger, me croyant dans un cauchemar, et me demandant la raison de sa présence. C'est peu de temps après que j'ai entendu quelqu'un se précipiter vers ma maison. Tout de suite, le garçon est parti. John est arrivé et je lui ai raconté ce qu'il s'était produit. Il m'a répondu qu'il s'agissait probablement d'un esprit errant venant d'un cimetière du village. J'ai écarquillé les yeux. L'impassibilité de John en disant ces mots m'a mis instantanément dans le désarroi total. « Ne t'en faites pas, dit-il. Les esprits errants sont des phénomènes courants ici chez nous à la campagne. En général, ils ne vous font pas de mal. Ils errent juste pendant la nuit. » C'est alors que je lui ai répondu, en lui assurant que c'était bel et bien un garçon fait de chair, d'os et de sang, que je l'avais vu partout, la nuit, le jour, tel que je le voyais, lui aussi. « J'habite ici depuis plusieurs mois. Je l'aurais aperçu moi-même si ce garçon était vraiment ici, » a répondu John, qui insistait sur le fait que j'avais probablement juste vu un esprit. John est sorti fumer une cigarette, et pendant ce temps, j'ai vu le garçon réapparaître. Apparemment, il s'était juste caché sous les escaliers non loin de ma porte de chambre. Je me suis exclamé à nouveau pour prévenir John. Ce dernier est entré à l'intérieur, et c'est là qu'il a vu le jeune garçon dans la noirceur de la maison. John s'est aussitôt mis à courir après le garçon qui s'est, quant à lui, enfui dans l'obscurité. John n'était pas parvenu à le poursuivre. Je n'ai plus dormi le reste de la nuit, avant de finalement sombrer dans le sommeil lorsque le soleil s'est levé. À mon réveil, j'ai vu des gendarmes non loin de ma maison, avec le garçon aux yeux rouges détenu auprès d'eux. Ils ont apparemment réussi à le capturer. J'ai émis un soupir de soulagement. Il m'avait tardé de finir cette mission avant de rentrer dans mon pays. John m'a dit, quelques semaines plus tard, que ce garçon s'était apparemment infiltré à l'intérieur des maisons louées des nouveaux arrivants, mais que les gendarmes n'avaient jamais réussi à le capturer jusqu'à ce moment. Je n'ai toujours jamais su ce que ce jeune voyou voulait de moi. Mais une chose est sûre, c'est que son regard n'est pas quelque chose que j'allais oublier de sitôt. Pendant l'hiver de mes 18 ans, je venais d'avoir mes permis pour conduire et j'ai décidé de partir en vacances chez ma meilleure cousine, Cassandra.
Elle habitait une grande maison pittoresque, mais sinistre, avec ses parents. Via nos échanges par chat, Cassandra m'avait toujours raconté des rumeurs concernant leur nouvelle maison, qu'autrefois, quelqu'un ayant habité dans cette demeure avait disparu dans des circonstances assez inquiétantes. Apparemment, cette personne avait été enterrée quelque part non loin de là. Cassandra m'a toutefois rassuré qu'il ne s'était jamais rien passé d'étrange dans cette maison depuis leur déménagement d'il y a quelques mois. Je n'ai jamais pris ces histoires au sérieux. Toutefois, en arrivant devant leur maison, je n'ai pu m'empêcher d'avoir la chair de poule. Une grande maison avec des racines d'arbres sèches et mortes, englobant presque l'entièreté de l'immeuble. Une bâtisse digne d'un film de maison hantée. Elle était assez effrayante, merci. Toutefois, Cassandra avait tellement insisté sur le fait qu'il ne s'était jamais passé quoi que ce soit d'anormal que je n'en ai pas fait de cas. Nous sommes entrés et je me suis rapidement installé dans la chambre de Cassandra, où il y avait 2 lits. Par contre, lors de la première nuit, alors que j'étais à moitié endormi dans mon lit, j'ai commencé à entendre des bruits suspects. Des pas, des échos et des cris étouffés à l'intérieur de la maison. En plus que la maison donnait une impression frénétique, ces bruits de toussement n'avaient rien de rassurant. J'ai jeté un œil vers Cassandra, couchée sur son lit. Je l'ai appelée en murmurant son prénom, mais elle dormait à poing fermé. J'ai serré les dents et je me suis positionné en petite boule sur mon lit. Je me suis dit qu'il s'agissait peut-être des parents à Cassandra, mais cette toux était tellement creuse et irrégulière, ça ne ressemblait pas du tout aux jeunes parents de Cassandra. Heureusement, le silence est revenu petit à petit. Trop fatiguée et morte de peur, j'ai fini par me rendormir. Le lendemain, j'ai raconté à Cassandra ce qui s'était passé la nuit. Elle m'a répondu qu'elle n'avait rien entendu et qu'il fallait que je me détende. À voir sa réponse, j'ai cru qu'elle pensait que j'avais tout imaginé ou halluciné. C'est lorsque Cassandra et ses parents m'ont dit qu'ils allaient assister à une réception privée le soir même que j'ai atteint le summum de mon angoisse. Je me suis donc retrouvé seul dans cette maison, rempli de doutes. Après avoir écouté un marathon d'épisodes sur Netflix, je suis monté les escaliers pour aller me coucher pour la nuit. Cependant, en montant les escaliers, j'ai entendu des bruits, comme des pas qui me suivaient, ou qui suivaient le son de mes pas en synchronisation. Un frisson m'a parcouru et je suis resté figé sur place. Les pas se sont arrêtés instantanément lorsque j'ai arrêté. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait aucune présence apparente. J'ai tranquillement gravi les escaliers, une marche à la fois, pour finalement m'enfermer dans la chambre de Cassandra, sous la couverture, en verrouillant la porte, mon téléphone portable en main, prêt à appeler les urgences à tout moment. J'ai gardé le silence et j'ai écouté attentivement, et c'est alors que les bruits interminables de pas qui montaient les escaliers sont revenus. Puis, j'ai entendu l'écho lointain d'une vieille voix rauque, telle une grand-mère qui appelait à l'aide. Cette voix appelait 3 ou 4 fois, puis s'arrêta. Et environ 20 minutes plus tard, elle ressurgissait, et cette séquence s'est poursuivie pendant la totalité de la nuit. J'ai vécu la nuit la plus longue et la plus infernale de toute ma vie. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises et je suis retourné directement chez moi, sans même avertir Cassandra ou ses parents. Ce n'est que le soir suivant, lorsque Cassandra a réalisé mon absence, qu'elle m'a lâché un coup de téléphone. Je lui ai alors expliqué mon expérience de la nuit effrayante, et elle était sous le choc, car jamais elle, ni ses parents avaient fait quelconque expérience dans leur maison depuis l'emménagement. Il faut croire que ce qui hante la maison de Cassandra l'a accepté, elle et sa famille, d'habiter sous ce toit. Toutefois, il semble que pour ma part, je ne suis pas la bienvenue, et je ne revisiterai pas ma cousine de sitôt.